On a ce système des catastrophes naturelles en France qui est, à mes yeux, un vrai trésor national et qu'il faut préserver. On a aussi une très grosse équipe statistique au sein de la fédération, ce qui, je pense, est une force et qui permet aussi de factualiser un certain nombre de choses et donc de jouer notre rôle de manière plus efficace dans le débat public. Finalement, les assureurs ont toujours su répondre présent. L'assurance, en réalité, si on regarde les balbutiements de l'assurance, plusieurs milliers d'années, ça a toujours su épouser l'évolution du risque. La raison d'être de la fédération, c'est faire avancer la société en confiance. En France, on l'oublie assez. On est un pays où on est extrêmement bien couvert et pour un prix qui, à la fois, si on le rapporte à la valeur du bien qu'on protège et par rapport à ce que peuvent payer nos voisins européens ou pire aux États-Unis, est quand même très attractif. On a aujourd'hui une situation de couverture du risque en France qui est très bonne. La duration moyenne d'une assurance vie, c'est 13 ans. Donc, on peut pas regarder les soubresauts au jour le jour d'un placement. Les assurés vont conserver en moyenne pendant 13 ans. Parfois, il y a un certain décalage, on le voit sur un certain nombre de sujets, entre l'expression médiatique d'un problème et sa réalité statistique. L'assurance, c'est bien plus que des contrats et des sinistres. C'est un pilier économique, un acteur clé de la résilience face aux crises et un secteur qui doit faire face à une transformation technologique et à l'émergence de nouveaux risques. En 2024, selon l'étude de France Assureurs, les assureurs ont géré 13 millions de sinistres, soit 1 toutes les 2 secondes. Une statistique impressionnante qui souligne l'importance des assureurs auprès des Français. Aujourd'hui, je suis enchanté de recevoir le directeur général de France Assureurs, Paul Esmen. Il va nous livrer les portes de la fédération qui représente toute la profession, tout le secteur de l'assurance, pour parler de l'ensemble de ces sujets et de l'avenir d'un secteur qui nous concerne tous, de près ou de loin. Alors, bienvenue au micro du podcast. Comment tu vas, Paul ? Eh ben, ça va très bien. Bonjour à tous. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter dans la façon dont tu le souhaites ? De la façon dont je souhaite, je m'appelle Paul, j'ai 44 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants, un garçon de 10 ans, une fille de 7 ans. Professionnellement, je suis tombé dans l'assurance il y a 20 ans, comme on choisit souvent son premier métier, c'est-à-dire que le hasard ou la chance, il y a une part conséquente et j'y suis encore 20 ans après, preuve que je me suis pas trop trompé. Un secteur qui te plaît beaucoup. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un petit jeu. Je vais te demander de piocher en fait dans la petite boîte. Tu as plusieurs questions. Soit c'est des questions un peu à trous, soit des questions un peu perso, des questions un peu drôles. Alors, si mon quotidien pro était une série Netflix, l'épisode 1 s'appellerait... Je sais pas, mais je sais comment il s'appellerait pas. Ça s'appellerait pas Une journée sans fin. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que mes journées sont différentes tous les jours. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans l'assurance. C'est ça qui me plaît notamment chez France Assureurs. C'est parfois un peu fatigant, il faut le reconnaître. Parfois un peu déroutant, mais il y a quand même cet aspect, on sait jamais au début d'une semaine de quoi on va s'occuper. Alors, j'ai fait un peu un brief de savoir ton parcours sur Internet, sur LinkedIn. Tu vas me dire si je me trompe ou pas. Donc, tu as fait tes débuts en tant que commissaire contrôleur des assurances. Puis après, tu as rejoint la direction générale du Trésor, où du coup, tu as occupé successivement des fonctions un peu de chef du bureau sur les marchés financiers. Et ensuite, tu as navigué au sein du groupe Covéa pour créer une nouvelle activité d'acceptation en réassurance. Et ensuite, directeur du cabinet du PDG. Et en 2018, je crois que tu as pris la responsabilité des marchés de particuliers du groupe, avant d'exercer les fonctions de directeur général adjoint et secrétaire général de 2020 à 2022. Et du coup, ma question, c'est pourquoi après ce parcours, t'être lancé en fait en tant que DG au sein de la fédération en fait pour cette nouvelle aventure? Oui, pour résumer, en fait, je suis dans le secteur de l'assurance depuis une vingtaine d'années, plus que 20 ans. Le temps passe vite. J'ai passé 10 ans dans la fonction publique, j'ai passé 10 ans en compagnie et maintenant je suis directeur général de la fédération. Donc j'ai finalement regardé toujours un peu le même secteur, même si à des moments je suis allé regarder aussi d'autres secteurs économiques, mais d'abord avec un regard de superviseur / régulateur, avec un regard d'acteur et maintenant avec un regard de dirigeant de la fédération. Donc c'est finalement gravité autour d'un sujet qui est toujours un peu le même, mais avec des fonctions et des rôles qui sont différents. Pour être franc, moi, quand je suis parti de Covéa, j'avais d'autres projets. Enfin, quand je suis parti de Covéa, j'ai pris un an pratiquement de break où j'ai voyagé avec ma femme et mes enfants. Et quand je suis revenu, j'avais envie de regarder des choses différentes et j'avais fait une formation pour devenir arbitre de litiges juridiques. J'ai pas du tout une formation juridique à la base, mais
c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. Donc j'avais un peu envie de me spécialiser là-dedans et de voir si je pouvais développer une activité économique là-dedans. Et évidemment, j'ai été rappelé par le monde de l'assurance. Florence Hussmann, qui est la présidente de France Assureur, que j'avais connue il y a plus de 20 ans, puisqu'on était tous les deux à l'autorité, enfin ce qui s'appelait à l'époque la commission de contrôle des assurances. Moi, j'étais totalement junior, elle en était secrétaire générale. M'a rappelé et m'a proposé de travailler à ses côtés à la fédération, ce que j'ai accepté avec plaisir. Preuve que je continue à aimer l'assurance au bout de 20 ans. Alors, avant de se lancer aussi, j'avais une question signature du podcast. Mais si ton métier devait être un sport, quel serait-il ? Je sais pas. Un sport collectif, j'imagine, déjà, parce que je pense que c'est vraiment une aventure collective. De toute façon, l'entreprise, en général, c'est par construction une aventure collective. Je pense que ça prend une dimension encore plus importante dans une fédération, parce qu'il y a une dimension collective sur l'animation des équipes et une dimension collective avec l'ensemble des membres qui constituent la fédération. Alors, quel sport collectif ? Je sais pas, je vais bricoler une réponse, je vais dire le foot, parce que c'est le sport que j'aime le plus, mais plutôt du coup... faut pas y chercher beaucoup plus de justification que ça. Et du coup, ton club ? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Je suis parisien, je suis un pur parisien, et le hasard a fait que je suis né à Paris, littéralement à quelques centaines de mètres du Parc des Princes. Donc je pense qu'il y a un atavisme auquel on ne peut pas échapper. Maintenant, avec le Paris FC aussi qui commence à monter, là, je sais pas si t'as... C'est très bien. Ça, c'est avoir 2 clubs parisiens. Il était temps. Alors, t'as succédé Franck Levallois, qui est aujourd'hui DG de MMA Assurance. Est-ce qu'il t'a glissé des conseils avant de te lancer dans cette nouvelle aventure ? On a échangé pas mal avec Franck, que je connais bien, je le connais depuis longtemps. Là aussi, le monde est petit. On a commencé pratiquement en même temps. Lui aussi était commissaire contrôleur des assurances il y a une vingtaine d'années. Donc on s'est suivi de loin en loin. Et effectivement, il n'y a pas eu de période de recoupement proprement dit à la tête de la fédération, parce qu'il était déjà parti quand je suis arrivé. Mais on s'est rencontrés un certain nombre de fois. Moi, je suis très admiratif de ce que Franck a fait aux côtés de Florence Hussmann à la fédération. Il y a eu un vrai travail de transformation, une certaine mesure de modernisation. Et je pense que c'était nécessaire, donc moi j'en ai un peu tiré les fruits. Effectivement, on a échangé dans ce cadre-là. T'en parlais juste avant, tu disais que la journée elle est sans fin en tant que DG chez France Assureur, mais concrètement, pour un peu donner les coulisses aux auditeurs, ton quotidien c'est quoi en fin de compte ? Mon quotidien est celui d'une dirigeant d'une fédération professionnelle. Donc il y a un travail de représentation, de défense des intérêts de la profession. C'est quand même la raison pour laquelle les fédérations professionnelles sont constituées. Donc il y a un travail d'affaires publiques, comme on dit, ou de lobbying auprès de la classe politique, auprès des parlementaires, de plus en plus auprès de Bruxelles, puisqu'il y a une partie importante, une partie conséquente de notre norme, corpus réglementaire qui est au niveau européen. Il y a aussi un travail, comme dans toutes les fédérations professionnelles, d'animation du dialogue social de branche, de signature des accords de branche. Et donc ça, c'est une émission, on va dire, relativement classique pour toute fédération. Travail de communication aussi. Il y a des sujets qui sont quand même très propres à la Fédération de l'assurance. Alors il y a tous les travaux d'expertise. On a beaucoup d'équipes qui sont très expertes sur les différentes branches d'assurance. Et l'assurance, en réalité, est un métier qui est, je t'apprends rien, qui est extrêmement pluriel. Il n'y a pas beaucoup de rapports, finalement, entre l'assurance vie et l'assurance des grands risques, l'assurance santé, tout ça. C'est des couvertures de risques. Il y a le vocable d'assurance, ce sont des activités qui sont quand même assez distinctes les unes des autres. Donc, on a des directions qui sont expertes sur chaque typologie de sujet. Aussi une très grosse équipe statistique au sein de la fédération, ce qui je pense est une force et qui permet aussi de factualiser un certain nombre de choses et donc de jouer notre rôle de manière plus efficace dans le débat public. Parce que parfois, ce dont je me doutais avant de rejoindre la fédération, et ce que je constate en tant que citoyen, et ce qui me marque encore plus maintenant que je suis à la fédération, c'est que parfois on a un manque dans le débat public de factualisation, d'objectivation, et donc je trouve ça très utile qu'on soit capable d'apporter un peu des éléments objectifs au débat public. Peut-être que je pourrais compléter en disant ça, c'est probablement un aspect qui est assez méconnu.
On est une fédération qui est très particulière, l'assurance, qui est de fait plus importante en termes numériques, en termes de nombre de salariés que beaucoup d'autres fédérations professionnelles. On a une structure sœur qui s'appelle GPSA, qui gère finalement des services soit à destination des assurés, soit à destination des membres. Je pourrais prendre pas mal d'exemples, je vais en prendre deux. C'est d'abord les conventions en assurance. Quand on a un sinistre, en général, c'est un sinistre qui implique plusieurs personnes. Par exemple, un sinistre auto, il est assez rare statistiquement que la personne en face ait le même assureur. Donc, pour éviter qu'il y ait des flux trop complexes sur, je l'ai dit tout à l'heure, 13 millions de sinistres par an, il y a un certain nombre de conventions qui ont été mises en place entre les assureurs. On a une structure qui est en charge de gérer ça pour justement faire que ça soit fluide et qu'il n'y ait pas en permanence sur un sinistre donné des péréquations qui seraient extrêmement complexes. Un autre exemple qui est au service des assurés, c'est sur toutes les assurances obligatoires. Il y a, en contrepartie de l'obligation d'assurer, une obligation pour les assureurs en général de proposer une assurance. Et il y a ce qu'on appelle un bureau central de tarification qui est en charge, quand un assuré ne trouve pas d'assureur, d'aller en désigner un, et de fixer le tarif. Et donc ça, c'est aussi une des missions qui est animée par une des structures qui dépend de GPSA. Ok. C'est très pluriel en réalité. Et du coup, je me posais une question aussi, c'est pour diriger une telle institution, qui est quand même un rôle assez central, comme tu le dis là, ça fait quoi de représenter en fait ça? Parce que tu te dis à un moment, tu pars d'entité, je dirais groupe, et maintenant limite tu représentes, moi, France Assureur, c'est comme si tu représentes pas toute l'assurance en France, en fin de compte, avec des intérêts qui sont multiples. Peut-être t'as des petites structures qui ont des intérêts peut-être pas les mêmes que des grands groupes ou des gros assureurs. Ça, tu le vois comment par rapport à ça? Mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente déjà une fierté, une certaine responsabilité aussi. Finalement, on a tendance, mais je pense que c'est une vision assez accentuée en France, même si je ne pense pas que ce soit totalement exempt à l'étranger, de distinguer l'intérêt général qui serait incarné que par l'État et l'intérêt particulier qui serait représenté notamment par des entreprises. Moi, j'ai pas du tout cette vision des choses. D'abord parce que j'ai passé 10 ans dans la fonction publique, et que j'ai pas finalement le sentiment que mon travail aujourd'hui soit si différent de celui que j'avais quand j'étais fonctionnaire. Certes, je représente une fédération d'acteurs, des acteurs qui ont des intérêts propres de développement de leur chiffre d'affaires, de rentabilité, tout ça est entendu, c'est normal. Mais au final, sur beaucoup de sujets, j'ai l'impression que y a une évidence qui est que la réponse n'appartient pas ni à la puissance publique ni à un acteur donné, mais qu'on a besoin de réflexion collective et d'actes et de mobilisation collective. Alors, ce qui est l'évidence même aujourd'hui, c'est la question des sinistres climatiques. On voit que c'est pas un acteur donné qui peut prétendre répondre seul à un problème qui est d'ampleur absolument systémique. Donc ça, c'est presque l'éléphant au milieu de la pièce. Tout le monde le voit. On a ce système des catastrophes naturelles en France qui est, à mes yeux, un vrai trésor national et qu'il faut préserver. Mais c'est vrai sur d'autres sujets. Sur la question de la santé, par exemple, on a parfois tendance à opposer sécurité sociale et complémentaire santé. Moi, j'ai pas du tout cette vision des choses. Je l'ai pas, évidemment, à la fédération, mais je l'ai pas non plus en tant que citoyen et je l'ai jamais eu. Je pense vraiment que c'est un continuum et qu'on est finalement qu'on a une mission qui est complémentaire. La raison d'être de la fédération, c'est à faire avancer la société en confiance. Et j'y crois vraiment. C'est pas quelque chose qu'on met sur les murs, qu'on met sur des documents et qu'on oublie ou qu'on met dans un coin. C'est vraiment quelque chose qui doit guider notre action. Et par rapport à ça, comme tu le dis, le secteur il a beaucoup évolué ces dernières années. Comment la fédération elle a réussi à suivre ce mouvement en fin de compte pour continuer à répondre aux intérêts des assurés, mais des assureurs également? Je crois que le risque, il évolue en permanence. Alors on a bien sûr un sentiment qui est probablement réel sur certains aspects d'accélération sur beaucoup de facettes du risque aujourd'hui, des risques aujourd'hui, mais c'est pas un phénomène qui en soi, dans sa nature propre, est nouveau. Quand on pourrait prendre 1000 exemples, mais quand les véhicules automobiles sont apparus, tout d'un coup il y a eu besoin d'assurance, il y a eu une assurance obligatoire qui s'est créée. Finalement, les assureurs ont toujours su répondre présent. L'assurance, en réalité, si on regarde les balbutiements de l'assurance, à plusieurs milliers d'années.
ça a toujours su épouser l'évolution du risque, et donc c'est pas une problématique nouvelle qui apparaîtrait aujourd'hui. Alors bien sûr, les choses, le rapport au temps est différent aujourd'hui. On a des phénomènes qui se développent beaucoup plus rapidement. Répondre aux problématiques, par exemple, d'assurance cyber, on voit qu'on n'a pas le même horizon de temps qu'on a pu avoir pour faire face au développement de l'assurance auto dans les années 50. Mais en réalité, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans la nature du développement des risques, et il n'y a rien de nouveau dans la manière qu'on a de pouvoir y répondre. C'est-à-dire que les fondamentaux de l'assurance, ils n'ont pas changé et ils ne changeront pas. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'avoir une capacité de mutualisation, une capacité de comprendre le risque et d'essayer de pouvoir le tarifer et donc de pouvoir le mesurer. Et on aura toujours besoin d'avoir une stabilité juridique. Il n'y a rien de pire en matière d'assurance d'avoir des œillères sur les maths ou sur le droit, quoi. Il faut finalement, j'avais un ancien patron qui disait l'assurance c'est des maths et du droit. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'autres choses, notamment l'expérience client. Mais je pense fondamentalement que c'est très vrai. En tout cas, ce sont des éléments nécessaires qui sont absolument incontournables. On a parfois un peu tendance à l'oublier au travers d'initiatives réglementaires malencontreuses, mais on a besoin de stabilité. Et du coup, comme tu le dis là, par rapport aux nouveaux défis qui émergent, que ce soit le climat, la transformation numérique avec l'IA, on voit il y a un grand essor avec l'IA et l'IA Act aussi, que ce soit aussi l'inflation et les évolutions réglementaires. Comment vous arrivez à accompagner les membres par rapport à ça? Et tu le disais, tu parlais un peu de lobbying, à faire un peu protéger les intérêts aussi, et pas non plus rajouter comme on souvent dit, moi je travaille sur Solvabilité 2. Là, il y a la révision qui arrive et souvent, il y a les assureurs qui disent on veut quand même de la simplification. Par rapport à tout ça, comment vous arrivez en fait à répondre aux exigences et à porter l'intérêt par rapport au pouvoir public? Moi, je dirais pas, mais c'est peut-être un peu de la sémantique, accompagner les membres. Parce qu'en réalité, pour moi, il n'y a pas une fédération d'un côté et des membres de l'autre. C'est la fédération, c'est l'ensemble des membres. Alors bien sûr, il faut faire en sorte que le tout soit supérieur à la somme des parties, comme toujours. Et on s'y emploie au quotidien. Il y a des permanents au sein de la fédération qui travaillent dur justement pour arriver à atteindre cet objectif. Mais on est organisé au travers d'un conseil exécutif tout en haut, ensuite de fédérations thématiques. Et finalement, la position de la fédération, c'est l'expression collective de la position des membres. Et c'est pour ça qu'on est, à mon sens, efficace. C'est parce qu'on est capable de mettre autour de la table, d'une manière réactive, des experts sur chaque sujet, qui savent exactement ce dont ils parlent, qui savent exactement ce dont ils ont besoin pour faire leur métier, et qui savent comment répondre, parce que c'est eux qui sont au contact du client, qui sont en mesure de répondre aux besoins qui sont exprimés par les assurés. Ça c'est la première chose, c'est être capable de définir des positions qui sont l'expression de ce qu'on considère être l'intérêt collectif. Ensuite, il y a un travail effectivement d'influence, de lobbying. Pour moi, c'est pas un gros mot. C'est le principe d'une démocratie. Il y a des groupes d'intérêts qui défendent leurs intérêts, et ensuite il y a des personnes élues qui choisissent. C'est le fonctionnement même d'une démocratie, mais c'est la capacité à essayer de définir une solution qui soit la meilleure d'un point de vue collectif, ce qui n'est pas un travail toujours aisé, mais qui est un travail qui est extrêmement intéressant. Et quelle est du coup l'action phare, alors que ce soit sur l'année 2025 que vous avez pu réaliser au sein de France Assureur, ou même sur la trajectoire de 2026? Florence Sussman, qui est présidente de France Assureur, vient d'être réélue pour un troisième mandat. Et elle a défini 2 priorités pour ce troisième mandat, qui sont en réalité pas totalement nouvelles, mais qui sont vraiment exprimées comme des priorités. Et c'est important qu'elle le soit. C'est l'Europe et les territoires. C'est-à-dire, évidemment, l'importance d'une mobilisation européenne, à la fois dans un cadre d'une Europe qu'on voit changer dans un cadre géopolitique qui est bougé, qui est bouleversé, et donc une capacité à faire entendre notre voix sur des sujets qui sont de plus en plus prégnants, tels que la souveraineté européenne, l'importance d'avoir des financements qui restent en Europe. Et de l'autre côté, les territoires, mais pour moi, il n'y a pas d'antagonisme
là-dessus, parce que finalement, si je prends l'exemple du financement de l'économie, avoir une Europe forte, avoir une Europe souveraine, c'est avoir des PME qui fonctionnent bien un peu partout sur les territoires. Donc être capable de répondre à leurs problématiques, être capable de répondre aussi aux besoins des assurés particuliers. Et donc il y a un continuum dans tout ça. Tu avais participé aussi à l'échange avec la délégation aux entreprises sur le sujet, les entreprises face aux nouvelles conditions assurantielles. Et en regardant l'échange, c'était sur Public Sénat, il y avait un constat qui était flagrant. Enfin, il y avait beaucoup d'entreprises ou même des agriculteurs qui n'arrivaient plus à s'assurer faute de coûts trop élevés, ou que même en cas de sinistre, souvent ils n'étaient pas indemnisés à 100%, il y avait des difficultés. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à ce sujet-là ? Mais je dirais pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à s'assurer. Je nie pas la réalité un certain nombre de difficultés qu'il faut regarder en face. Mais précisément, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le besoin d'objectiver les choses. Parfois, il y a un certain décalage, on le voit sur un certain nombre de sujets, entre l'expression médiatique d'un problème et sa réalité statistique. Et c'est la raison pour laquelle on a un besoin criant, et je m'en rends compte chaque jour davantage, d'objectiver les choses, de mettre des chiffres sur des situations. Encore une fois, il ne s'agit pas de minorer les problèmes ou de dire s'il n'y a que 10 cas, on ne va pas s'en préoccuper. Ouais. Même s'il y a 10 cas, il faut les traiter. Mais il s'agit d'essayer de mesurer les choses, parfois de revenir à une certaine mesure, parce que les éléments de réponse à apporter sont à l'évidence pas les mêmes si on a quelques cas résiduels ou si on a un problème majeur d'ampleur systémique. Donc il faut toujours commencer par un travail de factualisation. Je pense je sors du spectre de l'assurance, c'est un grand problème de nos sociétés aujourd'hui. On a parfois des réactions qui sont extrêmement émotionnelles sur des sujets sans avoir toujours cette capacité de prendre un peu de hauteur ou de recul pour être capable de dire quelle est l'ampleur réelle du phénomène. Alors, parfois c'est complexe de mesurer réellement ce que ça signifie. Pour autant, je suis pas en train de nier le fait qu'il y a ça et là. Et d'ailleurs, on a des discussions avec les fédérations professionnelles ou les professionnels concernés, des situations où on doit trouver des réponses d'assurance. On s'y emploie. Je pense par exemple à la filière du bois, je pense par exemple aux panneaux photovoltaïques. Ça ne veut pas dire que ce sont des situations inassurables au sens propre du terme, où il n'y a aucune solution. C'est-à-dire que il y a souvent des règles de l'art qu'il faut respecter, il y a des pratiques qu'il faut respecter, il faut qu'il y ait une bonne connaissance, une bonne diffusion de tous ces éléments, justement pour ensemble parvenir à une situation d'assurabilité. Mais souvent, on emploie un peu à tort et à travers le terme assurabilité, c'est très ou inassurabilité. Ouais. C'est assez à la mode en ce moment de dire il y a un problème d'assurabilité, une crise d'assurabilité. Parfois, déjà, la crise n'existe pas, en tout cas pas avec l'ampleur qu'on prétend lui donner. Et parfois, on se trompe de problème. C'est-à-dire qu'on voit le problème par le petit bout de la lorgnette et parfois le problème est d'abord totalement autre avec des conséquences assurantielles. En fait, l'idée, c'est vraiment de poser les chiffres, les stats, et après de voir concrètement... C'est à la fois de poser les chiffres et les statistiques, et à la fois de s'interroger toujours pour savoir d'où vient le problème, et de savoir si on s'attaque vraiment aux causes ou aux conséquences. Pour moi, une illustration assez concrète de ça, c'est la situation de la couverture des émeutes, avec notamment la situation assez dramatique qu'on a connue en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle les chiffres, c'est 2024, des émeutes qui ont représenté pratiquement 1 milliard de sinistralité pour les assurances. Il y a tout mouillé 150 millions de primes par an en Nouvelle-Calédonie, toutes branches confondues. Et qui donc doivent servir à la fois à indemniser les sinistres, on va dire, normaux, classiques. Et donc, on voit bien que pour absorber quelque chose d'une ampleur comme ça, avec des périodes de retour qui sont inconnues, mais qui pourraient revenir demain, il n'y a pas de modèle assurantiel. C'est pas, on peut se mentir et se dire, on va trouver une solution. La réalité n'est, alors peut-être qu'on peut trouver un partenariat public-privé. C'est une autre question qui pourrait revenir sur la table. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le problème, dans ce cas-là, c'est un problème d'assurabilité ou est-ce que c'est un problème de maintien de l'ordre ? Il faut s'attaquer aux questions à la racine, sinon on colle un peu des sparadraps sur des jambes de bois, quoi. T'en parlais avant des catastrophes naturelles et des catnats. J'avais regardé une étude de France Assureur où le coût des événements naturels en 2024 a atteint à peu près 5 milliards d'euros.
C'est à peu près la 9e année qui est la plus coûteuse. Et le régime CatNat, il est passé quand même de 12% à 20%, et pour les contrats dommages aux biens, et de 6 à 9% pour les contrats auto. Le changement climatique est vraiment un enjeu majeur, et je crois que même dans le dernier rapport d'AXA, je crois que le risque climatique, il est encore au premier niveau, il me semble. Comment les assureurs, du coup, peuvent-ils vraiment continuer à couvrir en fin de compte ce risque ? Alors après, tu vas me dire juste avant, il n'y a pas de problème par rapport, je veux dire, le terme beaucoup trop, etc. Bon, voilà, c'est un peu enjolivé, mais c'est ce que je lis des fois dans les échos ou dans les articles que je peux lire sur l'assurance. Comment ils arriveront à terme de faire face à ce nouveau risque ? Alors, je pense qu'il faut déjà là aussi essayer de regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui, sans nier d'un point de vue assurantiel l'ampleur des défis qui peuvent être devant nous. On a aujourd'hui une situation de couverture du risque en France qui est très bonne. Alors c'est à plusieurs niveaux. On a d'abord une couverture du risque lui-même, si on prend le risque de particulier, le risque habitation, où quasiment toute la population est couverte. Et on a l'impression que c'est normal d'un point de vue, en tout cas que c'est partout pareil. C'est pas du tout partout pareil. Si on regarde dans certains pays d'Europe, même des pays très développés, on a des taux de couverture qui vont être 30-50%. Donc c'est pas quelque chose d'uniforme. Donc déjà c'est un beau succès. Ça veut dire que alors que c'est en pas mal de cas c'est pas une assurance obligatoire, ça veut dire que j'en déduis quand même que les assureurs font bien leur travail. C'est-à-dire que l'offre semble rencontrer la demande et finalement si les assurés décident de s'assurer, c'est parce qu'ils y trouvent leur compte. Finalement on arrive à s'assurer en France pour un prix qui est rapporté à la valeur du bien reste assez modique. Donc il y a cette premier niveau d'assurance. Il y a sur un certain nombre de périls, il y a le régime propre des catastrophes naturelles qui couvre par exemple les inondations, la sécheresse, qui est de mon point de vue et du point de vue des assureurs un très bon régime, un trésor national qu'il faut préserver. C'est assez singulier. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont des régimes analogues. Je pense que celui qui s'en approche le plus en termes de régime, c'est le régime qui existe en Espagne. Il y a beaucoup de pays, même très développés, où il n'existe rien du tout. Et où ces risques, par exemple la sécheresse, ne sont pas couvrables ou alors au travers d'assurances facultatives qui sont extrêmement onéreuses. Donc on part quand même d'une situation, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Parfois, en France, on l'oublie assez. On est un pays où on est extrêmement bien couvert et pour un prix qui, à la fois, si on le rapporte à la valeur du bien qu'on protège et par rapport à ce que peuvent payer nos voisins européens ou pire aux États-Unis, est quand même très attractif. On a un régime qui fonctionne bien. Et précisément, tout l'enjeu, c'est de répondre aux défis du changement climatique, qui sont pluriels. Moi, je regarde les choses d'un point de vue assurantiel, pour que la France reste assurable demain. Et il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas une baguette magique. Très évidemment, il y a un sujet de prévention qui est absolument central là-dedans, et qui appartient pas uniquement aux assureurs. Mais quand je disais qu'il y a une complémentarité entre tous les acteurs, je pense que la question du changement climatique, de l'adaptation en l'occurrence au changement climatique, est l'exemple type. C'est-à-dire que il faut que les pouvoirs publics jouent leur rôle sur l'aménagement du territoire, sur l'entretien des digues, sur aussi des décisions qui sont pas faciles d'un point de vue politique publique, et notamment pour les élus locaux qui devront les prendre, de dire il y a des zones qui ne sont plus habitables, parce que d'abord c'est pas un problème d'assurance, c'est un problème d'habitabilité, de risque. Donc ce sont des décisions qui sont complexes, qui sont même parfois vraiment difficiles à prendre pour des élus. Il y a un rôle pour les entreprises, il y a un rôle pour les assureurs, à l'évidence. Il y a un rôle pour les particuliers dans la culturation à la prévention. Et donc, on doit finalement se sentir dans une situation de complémentarité. On a tous probablement à hausser le niveau de jeu sur le sujet, mais je constate quand même que il y a un mouvement qui est à l'œuvre. Et la prévention, pour toi, c'est vraiment l'élément clé pour un peu l'avenir de l'assurance, parce que j'entends beaucoup, notamment, alors moi c'est marrant parce que quand j'entends prévention, je suis plus sur l'assurance santé que l'assurance en elle-même, que ça soit sur les dommages ou auto. J'avais lu un article récemment, je crois que c'était dans les Échos, où il parlait de la prévention et d'en fait que les assureurs, au-delà de l'aspect mutualisation des risques, etc., que la prévention pourrait potentiellement réduire les risques émergents. Ça, pour toi, tu le vois aussi dans ce sens-là ? Mais là encore, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que la prévention a toujours été au centre de l'assurance, à la fois pour réduire le risque et donc pour réduire
la prime d'assurance, qui est par nature corrélée au risque sous-jacent. C'est vrai que c'est un peu différent de poser la question sur de l'assurance d'entreprise ou sur de l'assurance de particulier. Je mets, on va dire, les pros plutôt côté particulier de ce point de vue-là. Sur l'entreprise, en tout cas pour les entreprises d'une certaine taille, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu ces réflexes. Il y a un véritable dialogue. C'est pas est-ce que vous m'assurez oui ou non, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les conditions. Il y a des sprinklers qui se sont répandus assez largement dans les entreprises, par exemple. Il y a cette approche de gestion des risques qui a un sens et qui en a. C'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Ça prend une dimension nouvelle avec ces questions d'adaptation au changement climatique. Et les particuliers, c'est quelque chose qui est plus complexe. D'abord parce qu'il n'y a pas la même acculturation, sensibilité aux sensibilisations au risque, et parce que il faut le dire, l'adaptation, par exemple, au changement climatique, qui est l'exemple qu'on prenait à l'instant, ça peut être assez coûteux. Parfois, il n'y a pas la capacité pour l'assurer de mettre en place les mesures d'adaptation. C'est pour ça que nous, on défend beaucoup des dispositifs type fonds Barnier. Il faut que ça joue toute son ampleur, toute l'ampleur possible, pour accompagner notamment les particuliers sur un certain nombre de travaux qui permettent de diminuer la vulnérabilité des biens face au changement climatique, en l'occurrence. Mais il y a en amont toute une acculturation au risque qu'il faut faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans une situation vraiment paradoxale. On a fait un certain nombre d'études ou d'enquêtes d'opinion sur le sujet, et on voit bien finalement que les gens ont beaucoup plus conscience du risque qu'on le pense. C'est d'ailleurs pas extrêmement surprenant. Il y a beaucoup de reportages télé, il y a beaucoup de choses sur Internet. On voit des images assez chocs, notamment sur les inondations. Même la sécheresse qui produit pas des images aussi chocs, aussi spectaculaires. Les gens, ils en ont conscience, notamment dans les zones les plus exposées. Par contre, quand on pose la question suivante, est-ce que vous savez, du coup, en termes de prévention, ce qu'il faudrait faire? Les gens savent pas du tout. Okay. Et donc c'est cette étape supplémentaire qu'il faut franchir et qu'il faut franchir collectivement. Et des illustrations de ce qu'on met en place au travers de France Assureur, c'est sur ce volet de sensibilisation, c'est un certain nombre de fiches pratiques, de frises en cas de catastrophe naturelle, comment réagir, qui doit faire quoi à quel moment. Donc à la fois en amont et en aval lorsque le sinistre se produit. En fait, en plus, en ce moment, on parle beaucoup d'éducation financière. Maintenant, après, on va parler éducation assurantielle aussi, ou éducation à la gestion des risques. Mais bien sûr, c'est absolument fondamental. Maintenant, on voit beaucoup de digitalisation du secteur, surtout avec l'essor d'InsurTech et l'arrivée de l'IA, qui monte quand même pas mal en puissance en France. Quels sont les chantiers prioritaires identifiés par France Assureur sur ces sujets-là ? Je pense que le chantier numéro 1, c'est de faire en sorte d'avoir une IA qui soit responsable et qui prenne en compte la réalité des risques ou des menaces. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, ce qui est une réponse assez générale, et il y a évidemment des questions mais qui concernent l'ensemble des métiers, potentiellement sur la transformation des métiers, l'évolution et le rythme que ça va supposer, qui reste quand même aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, une sorte de point d'interrogation. On entend des choses assez variées. Alors je sais bien qu'il y a des études qui disent que à tel horizon, il y a tant de pourcents des emplois qui sont menacés, par exemple. En réalité, quand on regarde la réalité méthodologique de ces études, tout ça est souvent assez discutable. Je pense qu'il y a personne qui est capable de donner un rythme ou une ampleur réelle sur ces transformations qui vont certainement être réelles. Moi, je dirais que il y a un certain nombre de sujets qui sont propres à chaque acteur, ne serait-ce que parce qu'au sein d'une fédération, la réalité, c'est quand même que les acteurs sont en concurrence les uns avec les autres, bien sûr. Et il y a un certain nombre de sujets qui sont à regarder ou à considérer de manière collective. Je vais prendre un exemple, une illustration en assurance. Toute la réglementation, et notamment celle sur le devoir de conseil, est fondée sur le fait que c'est un humain. C'est-à-dire on doit lui fournir un certain nombre d'informations, s'assurer qu'il a compris, comprendre ses besoins. Qu'est-ce qui se passe si demain l'assuré confie à une IA agentique le rôle d'aller souscrire pour lui le contrat d'assurance, et que c'est cette IA qui se présente, quid du devoir de conseil, quid de l'information précontractuelle?
de tous ces éléments qui sont objectivement extrêmement complexes, parfois beaucoup trop complexes, mais personne n'a vraiment réfléchi encore à tout ça. Et ça fait partie des réflexions qu'on doit poser sur la table d'un point de vue collectif pour essayer d'y apporter les meilleures réponses. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai lu un article là-dessus. On parlait de SEO et maintenant de GEO où les assureurs du coup sont bien référencés dans l'IA, notamment après pour la souscription de contrat où le client va plus taper sur Google mais va taper directement dans l'IA et qui bientôt plus tard pourrait carrément, comme tu le dis, souscrire en fait directement sa police d'assurance via l'intelligence artificielle. D'un point de vue conceptuel, c'est probablement réalisable, mais encore une fois, on a toute une réglementation, un corpus réglementaire sur le devoir de conseil qui est pas vraiment faite ou qui a pas vraiment été pensé pour ça. Je crois qu'en plus la CPR, elle a sorti une note aussi sur le devoir de conseil récemment, non ? Il me semble. Je crois qu'en plus ça va. Mais c'est vrai que ça a évolué énormément en fait après. C'est après de réussir à allier la réglementation qui évolue en même temps que la technologie. Je sais pas si un jour, c'est des aspects un peu compliqués, je pense aussi, d'allier les deux. Ah bah bien évidemment. Mais bien sûr, c'est par nature la réglementation a des difficultés à suivre le rôle de l'évolution de la technologie. Et on voit que pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, en Europe, on a une construction réglementaire qui n'a pas le même rythme que dans d'autres zones géographiques. On n'a pas les executive orders où c'est décidé et appliqué. Voilà. Je dis pas que j'envie ce genre de fonctionnement. Mais le fait est que sur des sujets, alors je vais m'éloigner des sujets d'innovation, mais sur des sujets de simplification, entre le moment où on décide qu'on va le faire et le moment où c'est effectivement à l'œuvre, il peut s'écouler un certain temps, pour pas dire un temps certain. Et c'est marrant de voir, comme tu dis là, que le moment où il acte en fait la simplification, où il acte l'évolution, que ça passe en commission, après tu as des consultations, le chemin est long, mais ce qui je trouve assez passionnant, c'est la communication qu'il peut y avoir entre tous les acteurs. Parce qu'il y a aussi Insurance Europe, où je lis pas mal les articles d'Insurance Europe, il y a aussi France Assureur, il y a aussi toutes les commissions, les articles qui sont mis en avant. Je trouve... alors, je sais pas si je peux mettre en pendant avec d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou autres, mais c'est vrai que je trouve qu'en Europe, la collaboration qu'il peut y avoir, je trouve ça assez passionnant et positif, je trouve. Même si souvent j'entends, ouais, mais en fait, c'est trop long, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Je pense que c'est bien aussi des fois de se dire, bah, ça prend un peu plus de temps, mais c'est réfléchi que de partir directement, on casse le truc, on simplifie tout. Je vais pas m'opposer à ça. Effectivement, je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire pour la réglementation. En tout cas, il faut s'assurer que les besoins ont été pris en compte, correctement identifiés, qu'on part d'une situation qui soit clairement identifiée, qu'on ait factualisé un peu les choses. Maintenant, au-delà de ça, c'est vrai que maintenant, sur des sujets de simplification, sur lesquels, par nature, on aimerait que ça aille plus vite, hein, même si on peut mettre tout ce qu'on veut sous le vocable de simplification, on est dans une espèce de paradoxe en Europe, c'est-à-dire qu'on demande aux mêmes personnes qui ont créé la réglementation initiale, alors les gens peuvent avoir à la marge changé, puisque les parlementaires peuvent un peu changer, mais globalement, c'est une certaine constance. On leur demande aux mêmes personnes de simplifier. Par définition, quand ils sont arrivés la première fois à un point d'équilibre, ils ont tendance à considérer que ce point d'équilibre est le meilleur auquel ils pouvaient aboutir, en tout cas en fonction du jeu de contraintes. Donc c'est presque normal d'un point de vue humain que ce travail mette un certain temps. Ça se voit par exemple sur CSRD, sur les sujets de taxonomie. Alors après, j'avais aussi un point sur l'inflation. Oui. Et au vieillissement de la population et aux crises économiques qui affectent aussi l'assurance vie des Français. Alors même si ça reste quand même le produit phare en France, là dernièrement il y a eu l'impôt improductif. Enfin, je sais pas si on a entendu parler de ça récemment sur ce sujet-là. Les actifs boursiers aussi qui évoluent beaucoup avec comme tu l'évoquais, la géopolitique, Trump à un moment donné aussi avec les taxes sur les douanes, etc., où ça a beaucoup fluctué. Enfin, je l'ai vu sur mon assurance vie à ce moment-là. Et souvent, je lis des articles où ils disent ça va devenir beaucoup plus difficile pour le secteur pour se protéger et rendre ça accessible. Moi, j'ai aussi la conviction qu'une assurance vie, c'est le long terme. Des moments où ça va être un peu plus tendu, des moments où ça va remonter. Comment ça, tu vois cette situation-là à l'instant T ou même sur le long terme? Tu as utilisé les bons termes, précisément le long terme. C'est une assurance vie, la duration moyenne d'une assurance vie, c'est 13 ans.
Donc on peut pas regarder les soubresauts au jour le jour d'un placement où les gens, quand les assurés vont conserver en moyenne pendant 13 ans. Faut jamais oublier ça. Des discours un peu alarmistes. Moi, honnêtement, je suis dans le secteur de l'assurance depuis plus de 20 ans. J'en ai entendu un certain nombre. Ce que j'observe, c'est que le succès de l'assurance vie ne se dément pas. Que à chaque crise, ou en tout cas à chaque situation économiquement un peu compliquée, ça a plutôt renforcé l'assurance vie que le contraire. Preuve qu'il y a une véritable confiance dans ce produit. Et j'ai tendance à penser que c'est tant mieux parce que c'est derrière il y a puisqu'il y avait ce débat sur productif, improductif. Je vais pas commenter les amendements spécifiquement du PLF. Il y en a tous les jours des nouveaux. Il faut pas être trop alarmiste. On verra le point d'arrivée de tout ça. Mais sur le caractère productif ou improductif, encore une fois, il faut regarder les faits. Il faut pas avoir des idées préconçues. Et quels sont les faits? C'est que l'assurance vie a beau être sur une de ses parties, c'est-à-dire les fonds en euros, un produit sécurisé, garanti. Si on regarde l'assurance vie, c'est 2/3 de l'assurance vie qui vont financer les entreprises, à peu près 1/4 de l'assurance vie qui sont des financements en actions, donc c'est des investissements qui sont à l'évidence extrêmement productifs. Même sur le solde, ça va financer des dettes publiques. Ouais. Ce serait un peu paradoxal de considérer que quand on finance les autoroutes, les ponts, la santé, les retraites, on est improductif. Enfin, chacun peut avoir sa définition du financement de l'économie, du bon financement de l'économie. Mais il faut aussi avoir la lucidité ou le recul de regarder ce qui est utile à nos sociétés dans leur ensemble. Et quel message t'aurais aimé faire passer aux assurés qui sont souvent un peu éloignés en fait des grandes entreprises, enfin sur leur assureur macroéconomie ou microéconomie, mais qui sont aussi directement concernés, qui sont pas dans le vif du sujet? Tu leur dirais quoi? Que les assureurs, je leur dirais que les assureurs veulent être des partenaires de confiance. Et je veux pas que ce soit un slogan, je veux que ce soit la réalité. Et les assureurs dans leur collectivité veulent vraiment ça. Et c'est les débats qu'on a toujours autour de la table au sein de France Assureurs. Si j'ai un message à faire passer aux assurés, c'est les assureurs sont là pour vous. Et quand je dis les assureurs, c'est pas seulement au sens juridique du terme, les compagnies d'assurance, c'est l'écosystème de l'assurance et pratiquement 300 000 personnes en France, en comptant les experts, les distributeurs. Il faut pas uniquement s'adresser à sa compagnie d'assurance quand il y a un besoin spécifique, on veut souscrire un contrat. C'est-à-dire qu'il y a des réponses possibles pour l'évaluation d'une situation, que ce soit une situation financière, une situation d'évaluation des risques, de protection, de besoin de prévoyance. Et les assureurs ont vraiment à cœur de jouer ce rôle. Pas être là pour se contenter de vendre des contrats, mais pour accompagner dans la durée leurs assurés. Alors maintenant, on va un peu s'éloigner, mais si tu devais associer une chanson à ton parcours professionnel, ça serait quoi? Eh ben, j'en sais rien. Non, tu me prends un peu de cours. Je peux te dire une chanson que j'aime bien, mais alors je peux bricoler pour te dire que c'est un rapport avec mon parcours professionnel. Highwayman, la version de Johnny Cash. Ok. Alors, il y a l'idée d'un éternel retour, donc peut-être qu'on peut faire le lien avec l'assurance. Et t'as quand même eu un parcours qui était assez riche. Qu'est-ce que t'as appris en fin de compte tout au long de ton carrière tout au long de ta carrière, et que t'aurais aimé partager? Je dirais, c'est peut-être un peu trop tarte à la crème, l'importance du collectif. Mais c'est à la fois évident et moi j'aimerais insister là-dessus parce que j'y crois vraiment. Je pense vraiment que l'intelligence collective est essentielle. Que parfois on se trompe, on est tous un peu prisonniers de nos rentes intellectuelles, de nos schémas de pensée, et que se confronter à des gens qui pensent autrement, ça enrichit les choses. Fondamentalement, quand on prend la peine d'écouter les gens, même les gens qui ont des positions totalement opposées aux nôtres, on se rend compte que c'est rarement absurde ce qu'ils pensent. Ça peut arriver, hein. Mais c'est finalement assez rare. Beaucoup plus rare que ce qu'on pense et alors ça nous fait pas forcément changer d'avis, mais cette confrontation intellectuelle du débat d'idées, je la trouve vraiment essentielle. Et moi, ce que j'observe quand même à l'usage, c'est qu'on se trompe moins quand on a cette écoute et qu'on
on arrive à une vision plurielle ou partagée des choses que quand on prend les décisions de manière un peu isolée. De manière unilatérale, en fin de compte. C'est-à-dire d'avoir une vision collective. Alors, ensuite, c'est deux choses différentes, parce que écouter est une chose, essayer de prendre les décisions de manière collective est évidemment la panacée, enfin, solution à laquelle on préfère arriver. Et pour autant, les décisions unilatérales peuvent parfois se justifier, parce que c'est aussi peut-être une des choses que j'ai vues dans la vie professionnelle. Il n'y a pas toujours une bonne réponse. C'est-à-dire que c'est aussi la manière qu'on a de prendre une décision, d'y croire et de poursuivre ses idées. Et si tu pouvais décrire ton mindset en 3 mots? Curieux, parce que j'aime vraiment bien aller chercher, découvrir de nouvelles choses. Engagé, parce que je crois que l'intérêt de la vie et de la vie professionnelle en particulier réside beaucoup dans le fait de croire à ce qu'on fait. Et donc, plus j'ai la chance d'être quand même dans un travail où je suis confronté à beaucoup de sujets de société, sujets économiques, les sujets démographiques, les sujets de santé, les sujets de retraite, les sujets de sécurité aussi, au travers des émeutes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, j'ai aussi cette conscience d'avoir une chance particulière. Je pense qu'il y a finalement assez peu de métiers qui sont aussi riches en termes d'ouverture intellectuelle sur la société dans son ensemble que le métier d'assureur. Donc engagé et collectif, ouais. Parce qu'encore une fois, il y a cette vision du regard collectif au travers des équipes qu'on a la responsabilité d'animer, la chance d'animer, et cette vision collective qui fait aussi pour moi un intérêt essentiel du travail que j'exerce aujourd'hui, d'avoir cette vision collective des choses au travers des membres qu'on rassemble et qui peuvent avoir au départ des positionnements qui sont différents. Et tu as des recos de livres ou de podcasts que tu aurais aimé partager aux auditeurs? Écoute, livres, je peux dire les livres que je lis récemment. J'aime beaucoup Serge Chalandon, qui est un écrivain que je trouve qu'il écrit très bien, et j'ai lu pratiquement tous ses romans récemment là, et plusieurs que j'ai beaucoup aimés. Conseillerais L'Enragé, que je trouvais ça remarquable, Le Jour d'avant, qui est sur la catastrophe minière de début des années 70. Serge Chalandon, ouais, je recommande beaucoup. Podcast, je suis désolé, je vais passer mon tour. Non, je peux conseiller une pièce de théâtre. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup ça. Je recommande. Alors, c'est pas très original puisque je pense que c'est une pièce qui a beaucoup de succès, mais je suis même pas sûr qu'il y ait encore des places disponibles. Mais Art, il y a Yasmina Reza. Okay. C'est une pièce qui a une trentaine d'années. Là, il y a au théâtre, à la scène en ce moment, il y a une mise en scène de François Morel, qui est aussi quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et probablement une des meilleures mises en scène, à mon point de vue, de cette scène, de cette pièce. Et si tu pouvais donner un conseil à des jeunes qui se lancent dans l'assurance, tu donnerais quoi? Je dirais la curiosité, peut-être essayer justement de dépasser. Tu disais qu'il y avait un peu cette image négative de l'assurance. Quand on travaille dans l'assurance, on se rend bien compte que on est entouré d'hommes et de femmes qui ont à cœur, bien au contraire, d'essayer de répondre aux besoins concrets des assurés, donc de l'ensemble de la société. Cette curiosité qui est pour moi essentielle, d'aller voir différentes facettes du métier, qu'on a la possibilité de regarder à la fois des sujets de distribution, des sujets de gestion de sinistres, l'assistance aussi, un métier que je trouve absolument passionnant, pour le coup a une utilité qui est absolument indéniable. Ouais, c'est de saisir cette chance de pouvoir voir des sujets qui sont au cœur de la société et qui sont passionnants. Et est-ce que tu as un talent caché? Un talent caché, c'est une question de start-up, ça, non? Non, mais ma femme travaille dans le milieu des startups, et je sais que c'est une question qu'elle pose toujours dans ses entretiens de recrutement. Mais j'aurais dû bosser, parce que je sais pas moi-même ce que je répondrais à ça. Non, peut-être. J'espère en tout cas la capacité de simplification, de résumer des problématiques parfois très complexes en des termes relativement simples. En tout cas, j'espère. Et enfin, si tu devais, alors là c'est un petit challenge, mais je pense que tu vas le relever, mais si tu devais résumer en une phrase l'avenir de l'assurance,
Je ne sais pas. C'est une question complexe, mais je pense que on parlait de fondamentaux de l'assurance. Je pense l'assurance va certainement épouser les évolutions des risques sous-jacents comme elle l'a toujours fait, mais je pense que les fondamentaux, en réalité, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, vont pas fondamentalement changer. C'est-à-dire que pour pratiquer le métier, il y aura toujours finalement besoin des mêmes choses. Alors certes, il y aura certainement des évolutions dans le rapport à l'assurance, dans les parcours clients, dans la distribution, dans un tas de domaines. On parlait de l'intelligence artificielle, ça va certainement changer les choses, changer l'expertise. Mais la capacité d'évaluer le risque et le souhait et le besoin d'être des partenaires de confiance, ça, à mon sens, ça ne changera pas. Est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour un prochain épisode ? Moi, je suis très intéressé par le secteur de la santé, qui je pense est un secteur qui est très mal connu en France finalement. Les sous-jacents du secteur de la santé, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Moi, j'en apprends honnêtement tous les jours au travers de mon métier aujourd'hui sur notamment l'industrie pharmaceutique, la manière dont les prix des médicaments sont fixés, le fait que c'est pas les mêmes entre les différents pays, le fait que certains pays, même développés, ont accès à des nouvelles technologies médicales beaucoup plus tard que d'autres. Ça, c'est des sujets qui sont absolument essentiels, puisque finalement, ça touche à notre confort de vie, à notre espérance de vie en bonne santé. Je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement méconnus. Qui sont quand même assez liés à la protection des risques et donc à l'assurance. Donc peut-être interroger des économistes de la santé et des gens qui soient capables de faire le pont entre ces problématiques générales et les complémentaires santé, c'est un éclairage qui, à mon avis, serait intéressant. Merci beaucoup pour l'échange. C'était hyper intéressant d'avoir partagé les coulisses de France Assure et les perspectives de l'avenir de l'assurance. Donc merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance sans coulisses.